Bon, alors du coup, c'est effectivement assez intéressant d'avoir eu l'intervention de Serge juste avant parce que ça va m'économiser certaines choses. Parce qu'effectivement, je peux enlever le masque pour vous parler parce que finalement, moi je vais aborder la question de l'observateur dans la recherche-action. Or, il se trouve qu'il y a des liens vraiment historiques entre la recherche-action et la systémique. Et donc, du coup, forcément, on va retrouver à un moment donné des points de convergence entre ce que Serge a présenté et ce que moi je vais présenter. Donc, je vais peut-être même m'appuyer sur ce que Serge évoque pour optimiser. Donc, du coup, on comprend vite que la recherche-action, la question de l'observateur dans l'activité de recherche, c'est pas une question nouvelle, hein, c'est une question très ancienne en épistémologie et en histoire des sciences. Et dans le cadre justement de la recherche-action, c'est une question qui a été assez vive. Et donc, comme le montre justement la présentation de Serge, les acteurs de la recherche-action se sont justement, à partir des travaux de la systémique, posé des questions sur leur rôle en tant qu'acteurs du système. Et donc, on va voir effectivement que ça, il y a des points, donc les points de convergence que j'évoquais avant. Donc, du coup, pour ma présentation, alors, je partirais plutôt, moi, de l'activité scientifique et expérimentale, parce qu'en fait, la recherche-action, c'est toujours construite finalement en opposition avec les démarches de recherche plus traditionnelles, historiques, hein, cartésiennes, positivistes. Et donc c'est intéressant de comprendre, de rappeler un petit peu le fondement du mouvement dominant, afin de mieux comprendre du coup les spécificités de la recherche-action en tant que telle, et du coup de faire le lien avec la systémique. Du coup, à partir de ça, je repartirai sur une première rupture qui s'est opérée, qui est assez bien décrite dans un article d'une chercheuse québécoise, Anna Don, dans la revue justement de sciences qualitatives, et qui va faire justement un premier coup, une première entorse sur justement les bases du positivisme, et qui s'est avéré justement inadapté à un moment donné à l'étude des systèmes humains. Donc, et ça fait écho à ce qu'on a vu juste avant. Donc ça, c'est une première rupture assez importante, hein, à partir de laquelle finalement il y a une espèce de seconde rupture ou sous-rupture, ça on pourrait en discuter, et qui va finalement amener aussi la naissance de la recherche-action, qui ne peut pas être assimilée à la recherche qualitative directement, qui va empiéter, mais ça on va voir, et qui va justement traiter tout particulièrement la question du sujet-objet dans la recherche, et qui du coup interroge l'observateur. Alors, je suis pas très bien en fait. Là. Je peux pas. Voilà. Comme ça me permet de tout avoir. Euh, donc du coup, une fois qu'on aura posé cette deuxième rupture qui justifie finalement le fonctionnement de la recherche-action, on va pouvoir aborder finalement un début de réflexion sur les conséquences des postulats de la recherche-action, justement, sur la posture de l'activité du chercheur, qui va se retrouver finalement à la fois dans le système et en même temps parfois en dehors du système. Et donc il hérite d'une espèce de schizophrénie qu'il faut savoir gérer justement quand on veut travailler dans ces dimensions-là. Et je vais essayer de vous proposer un petit peu une réflexion sur cet aspect-là. Donc pour revenir un petit peu sur la recherche scientifique classique, ou on va dire traditionnelle, expérimentale, je m'appuierai en fait sur un article un peu ancien qui avait été écrit par Jean-Luc Patry, Patry, c'est ça, qui est suisse et qui avait écrit justement dans une revue de systémique à propos de la recherche-action. Donc je trouve que c'était plutôt adapté. Et il résumait finalement la démarche scientifique de façon assez simple. Il dit, la démarche scientifique, c'est une double activité. Il y a deux activités principales, en fait. C'est de produire des hypothèses et de vérifier des hypothèses. Grâce à la production d'hypothèses, à la vérification d'hypothèses, on va pouvoir essayer d'expliquer soit l'origine du réel, soit son fonctionnement. Voilà. De façon assez basique. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'activité de production d'hypothèses est une activité plutôt créative, intuitive, et qui va se baser finalement sur la littérature antérieure, mais qui demande à un moment donné justement la sensibilité et l'imaginaire du chercheur, et qui n'est pas proprement complètement rigoureuse,
C'est ce qui a permis des sauts technologiques, des ruptures épistémologiques, comme Einstein, comme d'autres par la suite. Donc voilà. La deuxième activité, la vérification d'hypothèses, par contre, elle est beaucoup plus rigoureuse. C'est un système plutôt logico-méthodologique, où l'idée, c'est de constituer donc la preuve à partir de faits et de décrire suffisamment bien suffisamment bien en fait la démarche qui est employée pour pouvoir justement la discuter, la remettre en cause. Donc en fait, la démarche logico-méthodologique a pour but d'avoir une certaine intelligibilité de la manière dont on produit les connaissances, qui est une question assez classique en fait de l'épistémologie. Donc dans la recherche positiviste, héritière donc de Descartes, et d'Auguste Comte, l'idée effectivement c'est d'avoir une certaine exhaustivité des connaissances et une maîtrise des variables, une indépendance et une objectivité du chercheur, et aussi une objectivité des résultats pour en permettre la généralisation, et à partir de ça d'avoir une certaine fiabilité finalement du résultat scientifique. Donc de façon sous-jacente, en fait, derrière, il y a une culture assez utilitariste et matérialiste, en fait, dans le sens où, par exemple, la pensée d'Auguste Comte s'est beaucoup appuyée sur la philosophie saint-simonienne, qui elle-même avait intégré, bien sûr, Descartes, donc avec cette conception, en fait, d'une pensée linéaire et analytique, et qu'il va aussi appliquer, pas uniquement au corps de la physique, mais à un moment donné aussi au corps social et à l'ensemble des éléments des systèmes politiques et des systèmes humains. Donc l'idée sous-jacente à cette philosophie, c'est de dire que l'humain doit ou est en capacité de maîtriser la nature. Et donc le présupposé qu'il y a derrière ça, c'est que la nature existe en soi, c'est-à-dire qu'elle est externe aux individus et elle existe en tant que telle. Donc c'est le point opposé de ce qui avait été énoncé justement dans la systémique. Et c'est donc pour des raisons aussi d'ordre sociétal, philosophique, contemporaine. Et comme au cours du 19e siècle, ces sciences expérimentales ont permis, et positivistes ont permis d'obtenir des résultats assez probants en termes d'avancées techniques, de transformation et de prédictibilité de la nature, ce sont des positions qui se sont ancrées et qui se sont imposées dans la pensée scientifique au point de devenir quasiment d'ailleurs la pensée unique de la manière de concevoir les sciences, puisque de toute façon, en sciences positivistes, si vous n'appliquez pas les critères de scientificité du positivisme, vous ne faites plus de la science. Vous faites autre chose, une démarche rationnelle qui peut être intéressante, mais c'est plus de la science. Donc, on ne peut pas en fait essayer de modifier le positivisme, c'est renoncer à l'identité même du positivisme. Ce qui va d'ailleurs coincer et poser beaucoup de problèmes dans la relation entre finalement les approches justement des recherches systémiques et autres, ou de la complexité, avec les détenteurs justement de cette tradition. Alors, pour pas trop rester sur les dimensions historiques, je propose qu'on aille justement sur la question de l'observateur. Et donc, rappeler un petit peu le problème de la première rupture. Donc, dans un système naturaliste, où on observe le système, on observe les variables, on repère les récurrences, et à partir justement de modèles et de théories, on essaye de prédire le comportement de cette réalité, et ainsi de comprendre son fonctionnement et de pouvoir l'expliquer, et donc prédire pour agir. Et c'est comme ça qu'on lance une fusée sur la Lune, en partie. Mais sur les systèmes humains, en fait, on va avoir un petit souci, parce que ce modèle va plus trop fonctionner, et donc par exemple, justement, les premiers qui ont commencé à poser des questions sur ces aspects-là, ce sont plutôt les philosophes, justement, qui exprimaient justement que l'individu, à un moment donné, c'est une monade. Donc, je peux retrouver... Pardon. Voilà.
Donc dès le XVIIIe siècle, en fait, c'est Husserl, justement, philosophe et logicien, qui exposait le caractère monadique de l'individu et qui rappelait que finalement les individus sont impénétrables et séparés des autres individus. Et donc en fait, une conscience ne pourra jamais entrer en lien avec une autre conscience. Il sera toujours séparé en fait par la communication, l'interaction, les sens, etc., etc. Et donc du coup, il y a un effet monadique qui est incontournable. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça veut dire que comme dans la science sérieuse, positiviste, on observe par rapport aux faits, on se prive du coup de la possibilité de comprendre exactement ce qui se passe au niveau de l'individu. Puisque l'individu, pour agir, en fait, va être mu par des motifs. Donc là, les travaux de la psychologie ont depuis longtemps montré que l'individu agit à partir de motivations qui lui sont propres, parfois conscientes, parfois non conscientes, parfois inconscientes. Mais du coup, ces motifs sont vraiment internes à la personne, et comme c'est une monade, de toute façon, l'observateur extérieur ne peut pas les observer. Donc c'est une vraie question qui a été soulevée après, du coup, par les anthropologues du 19e siècle, notamment qui ont été cités tout à l'heure. C'est que si vous voulez interpréter l'action et le comportement d'un groupe ou d'un individu, bah, vous ne pouvez pas vous baser simplement sur une observation pure et dure. Parce que vous ne connaissez pas finalement le sens profond du geste et du comportement de l'individu. Donc là, je mettais en avant ce que je viens de dire. Donc les motifs restent inaccessibles et donc il y a une part d'interprétation qui n'est pas possible. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas arriver finalement à réunir des éléments et des données d'une qualité suffisante pour respecter les critères de scientificité justement de la démarche positiviste. Ensuite, il y a un autre problème qui s'est assez rapidement posé, c'est qu'un individu ou un groupe, c'est pas une pierre, c'est pas un corps inerte. C'est quelqu'un qui va avoir une capacité réflexive, qui va avoir conscience qu'il est observé. Et donc du coup, soit tout simplement, il y a déjà des biais qui sont très bien identifiés par les anthropologues depuis très longtemps sur l'intentionnalité qu'ils perçoivent du chercheur et donc du coup qui peut modifier ce que eux veulent montrer à l'observateur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu et qui peut amener à un moment donné à des biais assez importants, voire même à une manipulation du chercheur par le public qui est observé. L'autre aspect, bien sûr, c'est que en commençant à observer la personne, on va finalement, alors quand on dit observer, c'est observation, questionnement, ce genre de choses, on va amener l'individu finalement à prendre conscience de certaines choses dont il n'avait pas forcément conscience à la base. Donc le fait de l'observer, de regarder une chose, forcément l'individu se demande mais pourquoi est-ce qu'il regarde ça ? Et du coup, pourquoi il regarde ? Je regarde moi-même ce que je suis en train de faire. Et en faisant ça, du coup, je commence effectivement à être réflexif sur ma propre activité, ce qui peut à un moment donné m'amener à modifier ma manière de faire. Parce que du coup, comme je prends conscience de choses que je n'avais pas encore conscientisées, je peux être amené à me dire « Ah mais tiens, mais finalement je pourrais faire autrement ». Donc du coup, ça pose un paradoxe. L'observation vient produire des données qui sont, en partie en tout cas, qui deviennent immédiatement obsolètes du fait d'être relevées. Donc à partir de là, à un moment donné, on peut se poser la question de la pertinence de l'interprétation, justement, d'une observation de comportement d'individu. Alors cette première rupture qui a été développée d'abord par les anthropologues et qu'on va retrouver dans l'école de Chicago chez les sociologues et qui ont développé par exemple des méthodologies nouvelles comme l'observation participante. L'idée c'est que si vous voulez interpréter au mieux finalement le comportement des autres, il faut adopter le même comportement pour que vous puissiez comprendre les enjeux, voilà, avec des limites puisqu'à un moment donné, bien sûr, vous n'avez pas la même biographie, vous n'avez pas quand même les mêmes antécédents et donc la capacité d'interpréter de la même manière que l'acteur que vous observez restera quand même limitée, toujours pour la même raison monadique qu'on a évoquée et pour les dimensions socio-historiques qui sont propres à chaque individu. Donc ça, ces éléments-là, bien sûr, ont été regroupés dans la recherche qualitative et ont donné naissance à des démarches différentes et une première rupture avec la démarche positiviste qui consistait à dire finalement les critères de fiabilité ou de scientificité traditionnels ne sont pas pertinents. Ils ne fonctionnent pas, ils sont même contre-productifs par rapport à eux-mêmes, ils s'auto-annulent en fait. Et c'est pour ça que la démarche qualitative a développé davantage des approches interprétatives qui fait participer du coup la compréhension des individus
Et dans ces démarches interprétatives, du coup, on va se focaliser davantage sur, finalement, des critères de rigueur méthodologique que des critères de rigueur de scientificité qui seraient universels. Parce que finalement, l'universalité tient plus à la manière d'obtenir les données que de la donnée elle-même, qui, elle, de toute façon, est singulière, spécifique et complètement contextualisée. Voilà, donc c'est un petit peu la manière dont les Québécois notamment et les Nord-Américains ont commencé à travailler. Et voilà. Alors en France, c'est un peu moins fort, cette question méthodologique, mais c'est pour ça que pour les collègues, quand on essaye de publier dans une revue méthodologique, dans une revue québécoise, ils sont assez pénibles sur les méthodologies. C'est en qualitatif, c'est à cause de ça en fait. Et donc du coup, par contre, ce qui reste commun avec la tradition, c'est que l'interprétation, enfin la finalité de la recherche, ça reste quand même la compréhension des situations. Voilà, on produit de la connaissance et on veut essayer de comprendre les situations. Mais le but n'est pas forcément la transformation sociale en tant que telle, ou du moins indirecte, c'est-à-dire que le chercheur produit des connaissances, et après, bien sûr, il y a le politique, il y a les groupements associatifs, il y a le corps social qui s'empare et qui va pouvoir faire effectivement de la transformation sociale, mais à partir de ce que les chercheurs font. Mais la démarche de recherche en elle-même n'a pas directement vocation à transformer en tant que telle, même si bien sûr c'est un effet secondaire, collatéral. La recherche-action, c'est un petit peu différent. Elle va naître assez tôt, avec Kurt Lewin dans les années 30. L'idée, c'était effectivement qu'on développe des méthodes de recherche qui aident à résoudre des problèmes et à modifier le réel. Donc là, on voit qu'il y a une différence majeure avec les recherches qualitatives. Et c'est pour ça que les recherches-actions, c'est une très grande famille de types de recherche qui ne peuvent pas être définies par leur méthode. Une recherche-action peut être quantitative, elle peut être qualitative, et elle n'est pas forcément non positiviste non plus. Elle peut être de différents épistémologies. C'est vraiment variable. Par contre, dans ces familles-là, on va avoir à un moment donné un champ de recherche qualitative qui utilise les recherches-actions. Pour illustrer ce que je viens de dire, si je mène une recherche-action dans le cadre d'un groupe d'entreprises avec des industriels et des ingénieurs, les personnes vont avoir comme réflexe d'utiliser tous les outils qu'ils ont à disposition et on peut se retrouver avec une démarche de recherche menée par les ingénieurs eux-mêmes, accompagnés par le chercheur, mais en n'utilisant que des outils quantitatifs purs et durs, avec modélisation mathématique, statistique et point barre. Et du coup, grâce aux résultats qui seront obtenus, les chercheurs, les ingénieurs vont commencer à réfléchir à leur situation et à essayer de trouver des solutions à partir de leur propre enquête qui aura été accompagnée justement par le chercheur. Alors, pour pouvoir avancer dans la réflexion, il faut quand même qu'on rappelle vraiment très succinctement quelques fondements de la recherche-action. Et en fait, on peut parler de recherche-action seulement quand il y a 3 éléments qui sont vraiment présents. Du moins, c'est ce que Herbert et Lessard ont montré dès les années 80, en faisant une recension de l'ensemble d'une grande littérature qui se déclarait de la recherche-action ou pas, mais qui recelait des caractéristiques de ce qu'eux avaient identifié. Et donc on se rend compte, et c'est aussi confirmé par Michel Liu qui, du côté francophone, a rédigé un des rares ouvrages sur la recherche-action en tant que telle, il faut qu'il y ait évidemment une volonté de changement, et qu'il y ait des changements. Production de connaissances, et ça c'est plutôt le rôle en général du chercheur, mais pas seulement, donc production de connaissances, et un effet formatif. On pourrait parler d'apprentissage ou de transformation des individus. Quand on réunit ces 3 éléments-là, alors on commence à être sur une recherche-action. Et l'un des biais, c'est de souvent associer la recherche-action à de la recherche de terrain. Et toute recherche de terrain, ce n'est pas de la recherche-action. Mais ça, on pourra en débattre, ce n'est pas tellement le lieu. Par contre, du coup, à partir du moment où on décide justement qu'il y ait ce changement, que l'acteur qui est conscient d'être le sujet et objet de la recherche, ça va supposer, donc on l'a dit, avec ce qu'a montré la démarche qualitative, on va devoir modifier à un moment donné l'épistémologie. Et donc la recherche-action va aller un peu plus loin que la recherche qualitative. On dit qu'il faut une révolution épistémologique. Et donc Michel Liu, par exemple, proposait justement d'abandonner un certain nombre de principes épistémologiques qu'on a évoqués juste avant,
Donc je ne vais pas trop les développer, je vais juste parler peut-être de l'indétermination du fait social. Et donc d'abandonner très clairement l'objectivité du chercheur, c'est pas possible, on est dedans. Il faut être dedans pour comprendre, il faut être dedans pour accéder à l'information, hein, c'est ce qu'on a démontré juste avant. Donc l'indétermination du fait social, c'est justement tous ces éléments-là, c'est le fait que un groupe de personnes mis dans une même situation, avec les mêmes données, si vous refaites l'expérience, ça ne donnera jamais la même chose. C'est impossible. Donc du coup, vous êtes obligé de tenir compte de cet élément-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, le chercheur, quand il va travailler avec des acteurs sociaux et qu'il veut être dans la transformation du social, il doit justement accompagner et tenir compte des boucles de régulation qui vont s'opérer entre la situation, les individus et les acteurs, pour que l'obsolescence automatique soit tout simplement suivie et qu'on puisse avancer dans la démarche. Donc dans un premier élément, c'est qu'on voit que si je modélise un petit peu la place de l'observateur, c'est que le chercheur justement va avoir un effet sur l'acteur va avoir un effet sur le chercheur, d'où les boucles de rétroaction, l'un agit sur l'autre. Chacun d'eux peut avoir aussi un effet sur la situation. Ce que j'appelle la situation, c'est l'environnement plus les autres. Voilà, pour être très simple. Environnement symbolique, matériel, on pourrait développer, mais voilà. Alors comment faire à un moment donné pour que justement on puisse quand même conserver un minimum de distanciation, parce que même si on veut essayer de l'abandonner, en réalité on ne peut pas totalement l'abandonner, la distanciation. Il y a des moments où il va falloir la rejoindre, parce que si on veut produire des connaissances, on ne peut pas être uniquement sur le vécu et sur l'expérience. Il va falloir essayer de monter en généralité à un moment donné. Donc une des méthodes qui a été évoquée justement dans une des systémiques de second ordre, si je ne me trompe pas, c'est le chercheur extérieur qui va être observateur de l'observateur. Et du coup avec les interactions qui vont permettre de guider. Donc ça c'est quelque chose en recherche-action qui est assez commun. Vous avez le chercheur qui est sur le terrain et vous avez des chercheurs extérieurs qui vont aller observer et critiquer. On le retrouve notamment dans les thérapies, dans les psychologies, ce genre de choses. L'autre possibilité aussi, c'est d'avoir des observateurs plus neutres qui vont faire partie d'un autre système, donc un sursystème dans lequel la situation se trouve, qui est un système aussi, et qui lui va observer le système dans sa globalité. Donc il ne va pas s'intéresser aux éléments en tant que tels, il va plutôt s'intéresser à l'ensemble des interactions et des phénomènes émergents qu'on évoquait. Que l'individu, que le chercheur qui se trouve au milieu de la situation ne peut pas forcément observer, puisque justement il est dans la situation. Donc l'idée c'est d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va observer globalement le système, qui ne va pas forcément avoir un retour, une interaction, qui peut, mais ce n'est pas obligatoire, et qui va du coup pouvoir à un moment donné voir comment le système se comporte et capter justement ces phénomènes émergents. Alors pour rappel quand même, dans une démarche de recherche-action, parce que je ne l'ai pas précisé, mais en fait on parle souvent de la spirale de la recherche-action. Alors pourquoi on parle de spirale ? C'est parce qu'en réalité, comme vous faites participer les acteurs à leur propre recherche sur eux-mêmes et sur leur situation, l'idée c'est de faire un cycle de recherche. Et le cycle c'est donc de diagnostiquer la situation, construire des hypothèses, construire et prévoir des expérimentations, des observations, du recueil de données, de travailler après à l'évaluation et à l'interprétation de ces données avec les acteurs, hein, donc voilà, et justement de recommencer, parce qu'à la fin de ce cycle-là, forcément, la compréhension et l'interprétation de la situation va être différente, et du coup, la situation finalement n'est plus tout à fait la même, puisque les acteurs ont pris conscience, tout ce qu'on a dit à un moment donné, sur l'indétermination du fait social ou sur la réflexivité des sujets-objets. Et donc l'idée, c'est de justement, comme le résultat de ce cycle amène à une situation qui va être sensiblement différente sur certains aspects, on va recommencer le cycle. Et à chaque nouveau cycle, on va toujours faire un peu évoluer dans le temps la situation. Et l'idée, c'est que la transformation va être conduite au fur et à mesure et va être appropriée par les acteurs grâce à ce genre de démarche. Ce qui peut être assez long, bien sûr. Tout dépend d'où on part et des sujets qu'on aborde. Alors pour repartir de la question de l'observateur, c'est que le problème, c'est que si vous êtes tout le temps dans des recherches-actions et que vous êtes tout le temps là-dedans, à un moment donné, comment est-ce que vous pouvez revenir sur les questions plus fondamentales, les phénomènes émergents et les systèmes plus globaux ?
Donc c'est ce que j'avais proposé dans le cadre de ma thèse, c'est qu'à un moment donné, si on observe le chercheur au niveau de sa vie, donc là on est plutôt sur une échelle de temps d'années, vous avez aussi des cycles de recherche qui vont aussi engendrer la réflexivité du chercheur en tant que... voilà. Donc vous avez, si vous remarquez bien, en fait, des cycles de terrain, des cycles plus théoriques ou de distanciation et des retours au terrain. Au sein d'un cycle de terrain, vous retrouvez du coup les micro-spirales qui correspondent en fait à une recherche-action, donc avec les acteurs qui se retrouvent. Et donc on voit que peut-être, pour pouvoir gérer justement l'observateur observé, observant, ça va être justement d'avoir une structuration volontaire, une dissociation à un moment donné des temps et du coup des postures, et qui vont permettre de dialoguer et donc du coup de faire en fait, d'articuler et de méthodologiser, si je puis dire, le dialogue et la régulation et la réflexivité du chercheur en lui-même entre ce qui se passe dans ses recherches-actions et ce qui se passe dans sa propre conception et sa propre activité de recherche. Puisque l'un des points sur la recherche-action, par contre, c'est que vous n'êtes pas à la maîtrise du projet de recherche. Vous êtes dans une négociation permanente et donc vous pouvez être amené à faire évoluer vos objets de recherche en fonction du terrain qui ne correspondent pas forcément à votre trajectoire de recherche en tant que chercheur. Et donc c'est là qu'il y a une articulation à construire et à méthodologiser. Voilà. Donc voilà un petit peu les réflexions que je voulais partager avec vous. Et du coup, comme vous l'avez constaté, en fait, la systémique, elle n'est pas directement abordée, mais elle est transversale dans le sens où, à partir du moment où on étudie le réel et qu'on veut le transformer, et ben forcément, vous êtes obligé d'appliquer les principes de globalité, les principes justement de complexité, renoncer donc à l'ensemble des critères de scientificité de la recherche fondamentale, expérimentale et positiviste, et de recréer en fait une autre approche. La question qui se pose maintenant, pour moi, c'est comment ça se fait qu'à travers justement une dimension historique telle qu'elle a été énoncée, avec des chercheurs quand même éminents, la recherche-action et ce genre de recherche participative, située, situante, reste dominée, reste minoritaire dans l'activité scientifique moderne. Et en plus, on a plein d'indicateurs qui montrent que justement, ce n'est pas ces approches-là qui ont le vent en poupe ou qui sont poussées, malgré les enjeux évidents qui ont été évoqués à travers le retour historique qui a été fait juste avant. Voilà, donc je vous laisse sur cette question, et après si vous avez d'autres remarques ou questions, je suis prêt à répondre. Merci. C'est des questions de précision, c'est ça? Ouais. Là, on est sur une discussion pour le coup généraliste. Ah, ok. Alors, du coup, j'ai pas saisi. Est-ce qu'on est sur des questions de précision ou on fait les deux ensemble? Peut-être d'abord précision tout de suite. Ouais, précision, et puis après général sur les deux interventions, ça va? Ouais, alors, oui, c'est plutôt une question de précision. Sur le fait que sur cette idée que merde. Sur cette idée que la recherche-action est moins présente. Alors je vais plus parler d'impression pour le coup, puisque j'ai pas creusé la question. Effectivement, dans le milieu académique, on en entend assez peu parler. Par contre, j'observe de plus en plus quand je suis en contact avec des chercheurs de terrain, pour le coup, notamment des sociologues, mais pas que ça se développe pas mal. Par exemple, à Marseille, il y a l'Institut de gérontologie sociale dans mon domaine qui fait essentiellement de la recherche-action. Il y a de plus en plus maintenant de docteurs qui vont travailler dans les assos ou dans des boîtes et qui vont développer ça. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe, mais de manière un peu finalement parallèle en fin de compte au milieu académique. Et peut-être que dans le milieu académique, il y a plus de réticence à entrer dans cette démarche-là, à moins d'en faire un sujet principal, comme c'était le cas de tes directrices de mémoire, de thèse, pour le coup. Alors, je suis assez d'accord, et
mais ça pose un problème, parce qu'on pourrait se dire, bah, finalement, c'est une forme de recherche appliquée qui se développe, et voilà. Seulement, comme ça ne s'inscrit pas dans l'académique, la caractéristique des chercheurs qui sont sur le terrain, et je connais bien le problème, c'est qu'on est quand même très accaparé par le terrain, et donc les capacités de production théorique et de production sont quand même plus limitées que quand on est dans une forme de recherche plus traditionnelle. D'où l'idée de structurer en fait l'alternance pour ces chercheurs, parce que ça a une conséquence, c'est que la pensée a tendance à stagner dans ce domaine-là. Parce qu'on voit bien, on a fait une recherche pour essayer de voir, par exemple, sur des revues de systémique actuelles, toutes les pensées un peu alternatives, adaptées justement à la pratique de terrain, ont tendance à ne pas faire école, à un peu s'atténuer, à mourir, à ne pas être valorisées dans les carrières de scientifiques, de ce genre de choses. Et donc je pense que ça va être préjudiciable à un moment donné, justement, au développement, parce qu'il y a encore beaucoup de questions et d'incertitudes et d'imparfaits qui se posent sur ces méthodologies et ces épistémologies. Hein. Elles posent quand même des soucis encore. Et donc à un moment donné, comment est-ce qu'on modélise, comment est-ce qu'on théorise? Et du coup, il y a un effet, je trouve, peut-être d'isolement de ces acteurs, et qui du coup, en plus, quand ils se regroupent, parlent plus de leur objet que de leur méthodologie. Et donc du coup, à un moment donné, de leur épistémologie. Et donc du coup, la pensée, à mon sens, reste pas suffisamment poussée. Ce qui prête le flanc du coup à la critique, justement, de la recherche plus académique, qui se montre un peu circonspect sur la qualité des connaissances qui sont produites par ces méthodologies, et qui, du coup, on ne peut pas complètement leur donner tort, parce qu'effectivement, il y a peut-être un manque d'espace et de structuration qui permet cette réflexion et cette formalisation. Question de précision. Ouais. Ben, tu as répondu, je pense, et puis la question de Christophe allait dans ce sens-là. Donc, pour la compléter, ma question simplement, c'est qu'est-ce que toi tu penses qui manque, juste pour, en termes de petits déclics par rapport, si tu regardes la systémique, il y avait plein de gens qui l'étudiaient ou qui l'ont fait, ça, ça s'est tassé, comme tu dis, ça a aussi disparu. Qu'est-ce que tu verrais pour la recherche-action, en tout cas les méthodologies elles-mêmes, pour qu'elles rayonnent, qu'elles se diffusent ou qu'elles se standardisent? Est-ce que tu as une idée derrière la tête ou tu vois que c'est pas possible? Alors, j'ai une idée derrière la tête, mais par contre, en fait, la solution pour moi, elle va être systémique. Donc c'est un peu ce que j'avais commencé à préconiser dans un rapport suite à une recherche-action qu'on avait menée avec des centres sociaux qui n'avaient pas très bien fonctionné, et où on voit bien que des recherches de ce type-là sont en plus très gourmandes en ressources, en énergie et en temps. Et donc on se rend compte que si on veut essayer d'aménager justement des espaces qui permettent la production, la conduite, et du coup un travail de réflexivité et de théorisation plus fort, eh ben, il faut lui créer des espaces qui supposent d'articuler à un moment donné les logiques institutionnelles, les logiques de développement territorial, les logiques économiques, les logiques de parcours individuel de formation, et qu'en articulant l'ensemble de ces éléments, puisque je vous l'avais dit, recherche-action, production de connaissances, transformation sociale, donc tout ça, en fait, ces finalités de la recherche-action, on se rend compte que ce sont des finalités qui sont réparties dans le corps social, dans les différentes institutions et acteurs, et qui seraient nécessaires, en fait, justement, de réunir à un moment donné davantage, à différentes échelles du dispositif et des ingénieries, pour qu'on puisse rendre davantage possible et efficient justement ce genre de processus. Ce qui est plus complexe, mais c'est logique, puisqu'à un moment donné, la société se complexifie, le social et l'activité se complexifient, l'activité scientifique se complexifie, et donc forcément il faut des ingénieries beaucoup plus complexes pour pouvoir accompagner justement cette complexité, cette difficulté. Donc moi, mon point de vue, ce serait effectivement un double travail qui n'est pas que scientifique, mais aussi peut-être à un moment donné politique, social et économique. Moi, ça m'évoque une remarque. Donc, moi, je suis biologiste, donc je viens plus du côté vraiment analytique et pas systémique. On étudie des questions précises, mais par contre, ce cycle, sans forcément mettre les mots dessus, on le fait aussi sur la paillasse à des plus petites échelles. C'est-à-dire qu'on va faire des manips, on va avoir une période réflexive sur qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ajuste le prochain cycle de terrain, quoi, finalement. Je me demande dans quelle mesure, en fait, tous les chercheurs, même en sciences dures, n'ont pas ce process intégré comme ça dans leur pratique, sans forcément qu'ils l'aient théorisé, parce qu'on manque de cours en épistémologie dans les sciences dures, clairement, hein. C'est pas un truc qu'on aborde dans notre parcours.
Et je me demande dans quelle mesure le besoin d'avoir un retour comme ça et de devenir un observateur observé, il n'est pas partiellement rempli par cette volonté maintenant de mettre son travail visible par des communautés de chercheurs, dans les open archives et ce genre de choses. Est-ce que c'est un espèce de premier prototype comme ça d'un modèle de recherche-action aussi dans les sciences dures et les sciences analytiques? Alors, pour moi, tout ce que tu décris va dans le bon sens. Alors après, un premier bémol, parce que si tu regardes comment la recherche scientifique, physique et du vivant se développe, il y a quand même une structure pyramidale centralisée qui est quand même dirigée. Et donc, ta capacité d'innovation et d'adaptation, elle reste quand même limitée à ce que ton directeur de recherche ou ton directeur d'équipe t'impose. Donc déjà, il suffit de voir le nombre de doctorants en biologie qui ne choisissent pas leur sujet et qui mettent la première année à comprendre leur sujet. C'est quand même assez fréquent, je pense que vous connaissez bien. Donc ça, c'est un premier point. Après, deuxième point, je pense qu'il ne faut pas confondre à un moment donné l'intersubjectivité, parce que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais l'une des autres critiques de la démarche scientifique, c'est Bachelard, c'est quand même la référence assez ancienne, mais qui reste fondamentale. Dans son ouvrage de l'esprit scientifique, il fait une psychanalyse en fait des différents... il utilise l'outil psychanalytique pour analyser les processus de recherche, et il montre en fait que tout chercheur, malgré la probité de sa démarche et de son honnêteté intellectuelle, va intégrer des biais cognitifs, qu'on pourrait appeler comme ça, cognitifs maintenant, sur l'interprétation des résultats, l'orientation de sa recherche, etc. Et que le seul ressort qui permet de limiter ces biais, c'est quoi? C'est l'intersubjectivité. Or, pour les gens qui font de la recherche, moi je viens à la base d'un milieu associatif et de médiation et de vulgarisation scientifique où on idéalisait la science. Et donc, quand j'ai fait ma thèse, j'ai eu une première phase de désenchantement de la science. Et un des grands désenchantements pour moi, c'était de constater que les colloques et les milieux sont des lieux finalement assez pauvres en matière de débat scientifique, et que la publication de revues est assez pauvre en matière de débat scientifique. Et donc du coup, ce que tu évoques, pour moi, c'est plus la question tout simplement de faire vivre enfin une forme d'intersubjectivité salutaire et nécessaire. Après, est-ce qu'il y a cette alternance entre le paillasse? Oui, mais la paillasse, la différence fondamentale, c'est juste que sur ta paillasse, ta molécule ou ta cellule, en fait, elle ne sait pas forcément qu'elle est observée et qu'il n'y a pas ce phénomène. Voilà, c'est juste ça. Parce que de toute façon, c'est bien, à un moment donné, c'est ce que disait Anadon dans la recherche qualitative, il s'agit d'adapter la méthodologie à la nature des données. Et la démarche qualitative, c'est pas développée par juste militantisme ou opposition, c'était un besoin d'adapter sa méthode aux données qu'on traite. Donc dans ce sens-là, j'ai envie de dire non, parce que l'expérimentation sur paillasse, ça reste des données assez objectives dans une certaine mesure. Alors après, je connais bien, mais ça, d'autres personnes en parleront aujourd'hui, je pense, de l'influence de l'observateur sur l'expérimentation avec les nouvelles technologies et les nouveaux domaines frontières liés aux tailles, aux formes. Donc je ne vais pas développer ça, mais on pourra en reparler.